Fermez les yeux. Au mot désert, quelle image s'impose? Des dunes de sable doré, brûlantes sous un soleil de plomb? Oubliez ce souvenir, car le plus grand désert de notre planète est un paradoxe d'un blanc immaculé. Un monstre colossal, plus vaste que le continent européen tout entier et près de 2 fois la superficie de l'Australie. Mais le plus terrifiant n'est pas sa taille, c'est sa solitude. Dans cette immensité, l'homme n'est qu'un visiteur de passage. Personne n'est né ici, personne ne s'y est jamais réellement établi. Une terre interdite qui nous a toujours refusé le droit de l'appeler notre foyer. L'Antarctique est un lieu où la nature ne s'exprime qu'en absolu. Un royaume d'extrêmes glacés, où la température a chuté jusqu'à -89,2 degrés Celsius, un froid si intense qu'il peut geler l'air lui-même. Dans ce froid paralysant, la pluie est une impossibilité physique. Elle tombe sous forme de poussière de diamants, de minuscules cristaux de glace scintillants, en suspension dans un ciel plus sec que les sables d'Arabie. Sous nos pieds, le plus grand paradoxe du monde. 70% de toute l'eau douce de la planète scellée dans un coffre-fort de glace. Nous nous tenons sur le plus grand réservoir de la Terre, au cœur du plus vaste désert du monde. Ici, l'abondance se déguise en absence. Ce paysage est gardé par un silence d'une densité presque palpable. Sans le bruissement des feuilles, le bourdonnement de la civilisation ou le mouvement de la vie, l'immobilité est totale. C'est peut-être en raison de cette hostilité que l'Antarctique demeure la seule terre au monde qui n'appartient à personne. Sur une planète découpée par les frontières et revendiquée par les armées, ce continent fait figure d'exception. Ici, aucune ville, aucune histoire autochtone, aucun drapeau de conquête. Par un accord international, il est réservé uniquement à la paix et à la découverte. L'humanité ne règne pas sur cette étendue sauvage et blanche. Nous sommes tout au plus autorisés à la visiter, en humbles invités, observant un monde qui exige que nous partions sans laisser de traces. Mais avant d'atteindre ce sanctuaire, chaque expédition doit affronter le passage de Drake. Ce bras de mer se dresse entre le monde habité et le sud polaire. Il n'existe aucune autre route. Le voyage commence ici, bien avant que la glace n'apparaisse à l'horizon. Les conditions y sont souvent impitoyables. Le vent et les vagues déferlent sans obstacle sur les eaux libres, forçant les navires à une lente progression. Les ponts sont constamment détrempés. Le matériel doit être arrimé sans relâche. Chaque pas exige équilibre et attention. Le mal de mer est fréquent, le repos irrégulier. Même les équipages les plus aguerris ressentent la tension, heure après heure. La traversée peut durer plusieurs jours. Durant ce temps, il n'y a ni escale, ni alternative. Les communications sont limitées et toute aide extérieure est lointaine. Cette épreuve n'est pas un simple voyage, c'est un rite de passage. Une transition qui dépouille le voyageur de ses certitudes, le préparant à l'humilité requise pour pénétrer un monde qui n'a jamais eu besoin de l'homme et qui existera longtemps après lui. Chaque heure qui passe rend le retour en arrière plus illusoire. La traversée n'a rien de spectaculaire, mais elle est exigeante, une épreuve pour le corps comme pour l'esprit. Franchir le passage de Drake n'est pas une arrivée, c'est une transition, l'instant où le voyage abandonne la planification pour devenir une question d'endurance. Ce n'est qu'une fois cette barrière surmontée que les navires peuvent s'aventurer plus au sud, vers des eaux plus froides et un isolement plus profond. Pour ceux qui visent l'Antarctique, le passage de Drake est le tribut à verser. La Géorgie du Sud. Après l'épreuve du grand large, elle semble presque irréelle. La Terre surgit de l'océan, abrupte, sombre et tourmentée, comme si l'océan austral avait enfin expiré. Les plages sont noires de sable volcanique, mais leur couleur est aussitôt submergée par la vie. Des centaines de milliers de manchots royaux se pressent sur le rivage, épaule contre épaule, en une mosaïque qui semble chaotique avant de révéler lentement son ordre. Leurs corps forment des champs mouvants d'or et d'orangé pâle, contrastant avec les teintes sourdes de la roche, de la glace et des nuages. Les appels résonnent à travers les vallées, portés par l'air glacial, emplissant un lieu qui, quelques instants plus tôt, paraissait vide. Cette abondance a valu à la Géorgie du Sud sa réputation de Serengeti de l'océan austral. Pourtant, le spectacle n'a rien de doux.
La vie se rassemble ici car ailleurs, la survie est impossible. Chaque mouvement a un but, chaque retour de mer est une victoire. Au milieu de ce rythme implacable de nourrissage et de reproduction, il est aisé d'oublier que des êtres humains, eux aussi, ont autrefois abordé ces rivages, poussés par le désespoir plutôt que par la curiosité. Ce souvenir refait surface dans le récit d'Ernest Shackleton, après que son navire, l'Endurance, fut broyé par la banquise. La Géorgie du Sud devint alors plus qu'une destination. Elle devint l'espoir même. Shackleton et ses hommes traversèrent des montagnes qui n'avaient jamais été cartographiées, animés non par la conquête, mais par le simple refus de mourir. Sur ces rivages, entourés par cette masse vivante parfaitement adaptée aux extrêmes, le contraste est saisissant. La nature prospère sans hésitation, tandis que la survie humaine, ici, a toujours dépendu de l'endurance, de l'humilité et d'une part de chance. Sur les plages des éléphants de mer, sous cette abondance, l'ordre cède la place à quelque chose de bien plus primitif. Les mâles arrivent tels des monuments vivants, leur corps pesant près de 4 tonnes, se hissant hors de la mer dans un effort qui redessine le littoral. Leur taille est écrasante, mais la taille seule ne suffit pas. Ce qui suit est une violence ritualisée, répétée saison après saison, sans pitié ni négociation. Lorsque 2 rivaux se rencontrent, l'air s'emplit de rugissements profonds et sonores. Les poitrails s'entrechoquent et les corps s'abattent l'un sur l'autre avec une force qui fait trembler le sol. Le sang n'est pas rare ici, la blessure est attendue. L'abandon, lui, est exceptionnel. Ces batailles ne concernent pas le territoire, au sens où l'entendent les hommes. Il ne s'agit pas de frontières à défendre ou de possessions à accumuler, mais d'un droit plus ancien que la roche elle-même, le droit de transmettre la vie. Un impératif brutal et sans appel, gravé dans le code de l'existence, bien avant que l'humanité ne commence à tracer ses propres lignes sur la surface du monde. Il s'agit d'un droit d'accès, du fragile privilège de transmettre l'existence. Au cœur de chaque confrontation se trouve le harem, un cercle de femelles jalousement gardées, qui représente à la fois la récompense et la responsabilité. Le mâle victorieux ne célèbre pas, il endure. Pendant des semaines, il ne mange presque pas, ne dort presque pas. Poussé par l'instinct de défendre sa position contre tout rival prêt à le défier, la plage devient une arène où la domination est éphémère et où la survie se mesure à l'endurance plutôt qu'au triomphe. Assister à ce spectacle est troublant, mais impossible à ignorer. Il n'y a pas de cruauté ici, seulement la biologie à l'état brut, dépouillée de toute retenue. Les plages des éléphants de mer révèlent une vérité. L'Antarctique n'adoucit rien. La vie persiste, non par l'harmonie, mais par une adaptation acharnée. En ce lieu, l'existence se gagne par l'endurance, et la nature n'offre aucune consolation aux vaincus. L'île de la déception. Au premier regard, l'île semble presque inoffensive. Une masse basse de roches sombres s'élevant sans bruit de l'océan austral. Rien dans sa silhouette ne suggère le danger. Et c'est là que la tromperie commence. L'île de la déception mérite son nom, lentement. De loin, elle ressemble à n'importe quelle autre île subantarctique, façonnée par le vent et l'eau. Ce n'est qu'à l'approche du navire que l'illusion se dissipe. Une ouverture étroite se révèle. La franchir s'apparente moins à une arrivée qu'à une intrusion. La mer s'apaise soudainement. Sans accoster ni gravir, le navire pénètre à l'intérieur même de l'île. Ce n'est pas une baie, c'est une caldeira volcanique inondée. L'île de la Déception est l'un des très rares volcans actifs du continent antarctique, modelé autant par l'océan que par le feu sous la croûte terrestre. Nul cône imposant, nul cratère au sommet. Au lieu de cela, le cœur du volcan est ouvert, submergé, permettant aux navires de naviguer directement dans les entrailles d'un géant endormi. Nulle part ailleurs sur la planète, un tel phénomène ne se produit. De la vapeur s'élèvent des plages de sable noir, où la chaleur s'échappe encore des profondeurs. Le long du rivage, une autre strate de l'histoire fait surface. Des citernes à huile rouillées, des structures effondrées et des débris épars signalent les vestiges d'une station baleinière, abandonnée il y a des décennies. Ces ruines parlent d'un temps où l'on ne venait pas ici pour observer ou comprendre,
mais pour extraire et repartir. Des milliers de baleines furent dépecées sur ces rives, leur corps réduit en combustible, leur absence à peine remise en question. Le métal se corrode lentement, mais la mémoire demeure. L'île de la Déception témoigne que l'Antarctique n'a pas toujours été traitée comme un sanctuaire. Elle fut autrefois perçue comme une ressource à exploiter, un lieu reculé où les conséquences semblaient lointaines. Le Chenal-le-Maire et la baie du Paradis. Sur cette terre de contraste, la lutte pour la survie et les cicatrices de l'ambition humaine se superposent, gravées dans la glace. L'Antarctique observe, imperturbable, témoin silencieux d'une existence qui ne se donne jamais, mais qui se conquiert sans cesse. Pour atteindre les baies les plus profondes, les navires doivent souvent emprunter l'un des corridors les plus spectaculaires de la Terre, le canal Lemaire. Surnommé le Kodak Gap par les premiers photographes, ce passage est une illusion. Des falaises abruptes enserrent le navire de part et d'autre, s'élevant à près de 900 mètres au-dessus de la mer. Le chenal est à peine assez large pour un seul bâtiment, forçant les capitaines à naviguer avec une extrême prudence à travers un labyrinthe mouvant de glace flottante. À l'entrée du canal, le vent s'éteint souvent, bloqué par les murailles de roches et de neige. L'eau devient un miroir sombre, reflétant les cimes déchiquetées avec une telle perfection qu'il devient difficile de distinguer où finit le glacier et où commence l'océan. Ce n'est plus naviguer, c'est glisser à travers un canyon de silence. Ici, on ne regarde pas le paysage, on est entièrement absorbé par lui. La baie du Paradis se révèle dans la retenue, plutôt que dans le grand spectacle. L'eau y repose, souvent plate et imperturbable, formant une surface qui réfléchit la glace, la montagne et le ciel avec une précision troublante. Rien n'y paraît exagéré, l'échelle est vaste mais contenue. La glace dérive lentement, comme si elle savait que tout mouvement brusque serait déplacé. Le son s'amenuise rapidement. Le silence n'est pas total, mais il est maîtrisé, rompu seulement par le craquement lointain d'un glacier ou le doux clapotis de l'eau contre la coque. Assez pour apaiser l'esprit sans l'accabler. Ce calme a fait la beauté de la baie du Paradis. C'est devenu un lieu de présence. Depuis des décennies, des stations de recherche opèrent le long de ces eaux abritées, attirées par des conditions qui permettent l'observation plutôt que la simple survie. Des scientifiques viennent y étudier les glaciers, la vie marine, les schémas météorologiques, ces lents changements qui, ailleurs, s'annoncent rarement. Leurs bâtiments sont modestes, fonctionnels, délibérément temporaires, des présences discrètes face à un paysage qui ne les reconnaît pas. La baie du Paradis existe dans un équilibre délicat entre isolement et attention. Assez calme pour accueillir l'étude humaine, mais assez intacte pour y rester indifférente. Pourtant, le véritable monde de l'Antarctique se trouve sous la surface. Ce qui se cache sous les eaux n'est pas immédiatement visible, mais définit tout ce qui se trouve au-dessus. Sous la froide pellicule de l'océan, l'immobilité cède la place au mouvement. La vie y suit des règles dictées par la précision et non par l'abondance. Les phoques léopards patrouillent ces eaux avec une confiance silencieuse. Ici, la surface n'est qu'une promesse. La vérité, elle, est un royaume invisible, un courant profond qui façonne tout ce que nous voyons sans jamais se révéler entièrement. Leurs corps fendent les eaux sombres avec une aisance, une grâce presque surnaturelle. Le regard est vif, les mâchoires prêtes à déchaîner une violence foudroyante. Ce ne sont pas des chasseurs impulsifs. Ils attendent, observent et ne frappent qu'à l'instant précis. En leur présence, la survie dépend de la vigilance, non de la vitesse. Ici, le danger est maîtrisé, jamais chaotique. Dans ces mêmes eaux évoluent les baleines à bosse, des créatures d'une échelle monumentale dont chaque mouvement semble empreint d'une quiétude délibérée. Leur taille colossale domine l'espace, mais leur comportement est tout en retenue. Elles voyagent lentement, filtrant le krill par goulets immenses, se nourrissant d'êtres si petits qu'ils paraissent insignifiants et qui pourtant, assemblés, suffisent à nourrir des géants. Lorsqu'elles font surface, l'océan semble s'adapter à leur masse plutôt que d'y résister. Il n'y a pas de confrontation, seulement un rythme. Cette coexistence révèle une chaîne alimentaire complète, un équilibre parfait où chaque élément a sa place. Prédateur et proie, le massif et le minuscule, le mouvement et l'immobilité.
tous connectés par une eau qui transporte l'énergie de la glace vers le grand large. Ici, l'Antarctique se révèle non comme un désert gelé, mais comme un système vivant. La glace nourrit l'océan, et l'océan, en retour, fait jaillir la vie. Pourtant, une autre présence dicte le tempo de la peur et de la survie. Les orques. Souvent appelés baleines tueuses, ils ne sont pas des baleines, mais les plus grands membres de la famille des dauphins. Ici, en Antarctique, ils opèrent avec une intelligence redoutable. Ils ne chassent pas en solitaire, mais en unité tactique. Au milieu des glaces flottantes se déroule l'une des plus extraordinaires démonstrations de physique et de coopération de la nature. Lorsqu'un phoque se réfugie sur un bloc de glace, il se croit à l'abri. Il a tort. Les orques s'alignent, côte à côte, nageant en parfaite synchronisation vers la banquise. Au dernier moment, ils plongent, créant une vague précise qui déferle sur la surface, brisant la glace ou emportant simplement le phoque dans l'eau. C'est un acte calculé, un savoir-faire transmis de génération en génération. Observer une famille d'orques patrouiller ces eaux lisses, c'est être témoin de l'apogée de l'évolution marine. Leurs ailerons dorsaux fendent la surface comme des lames noires, rappelant que dans cette nature immaculée, la beauté et la brutalité ne sont jamais très éloignées. Sur la terre ferme, sur les rivages de pierre grise, se jouent des drames à une autre échelle. Manchots, Adédi et Papou passent leur journée penchés, sélectionnant avec soin, un par un, les cailloux qui formeront leur nid, avec une concentration qui frôle l'obsession. Ici, les pierres ne sont pas un simple matériau, elles sont une monnaie d'échange, une protection contre la neige fondante. Elles sont, littéralement, les fondations d'un foyer. Chaque geste, chaque choix est une affirmation de la vie face à un monde où la survie elle-même est une architecture fragile. Un galet bien choisi peut consolider un nid, son absence fragiliser un lien. C'est ici qu'émergent les voleurs. Les manchots dérobent des pierres au vu et au su de tous, s'esquivant de mouvements vifs et coupables qui ne trahissent pourtant aucune honte. Des disputes s'ensuivent, des poursuites éclatent. La scène est empreinte d'un humour indéniable, non par intention ludique, mais parce que les enjeux, à la fois dérisoires et essentiels, s'y côtoient. Dans ce monde, un galet peut être un cadeau, une promesse, voire une forme de parade nuptiale. Ces colonies révèlent un rythme plus léger au sein de la sévérité de l'Antarctique. Les oiseaux, petits, obstinés et affairés sans relâche, transforment la terre nue en une vie ordonnée. Plus loin, la barrière de Ross. Elle n'a rien de la terre et ne se comporte pas comme la mer. Elle se dresse comme une frontière verticale, une muraille de glace continue s'élevant des eaux, sans fin visible. Sa surface est lisse et pâle, presque indifférente, mais son échelle défie l'entendement. Ce n'est pas un glacier accroché à un littoral, c'est une masse de glace flottante si vaste qu'elle redessine l'océan sous-jacent, dérivant lentement, silencieusement, au gré de forces qui dépassent de loin l'influence humaine. Face à elle, les repères familiers s'effondrent. La hauteur seule est déroutante, dominant les flots tel un horizon gelé redressé à la verticale. Le regard cherche une variation, un détail, mais ne trouve que la répétition. La glace rencontre le ciel rencontre la glace. Parfois, une fissure résonne depuis ses profondeurs, un son grave qui porte plus en poids qu'en volume, rappelant que cette structure est vivante, toujours en mouvement, toujours sous tension. La barrière de Ross n'a que faire de la présence humaine. Ici, l'humanité est réduite à l'observation. La glace ne répond pas, elle ne résiste pas. Pourtant, une présence subsiste. Port-Locroix apparaît soudainement dans le silence blanc, un petit groupe de bâtiments noirs et rouges ancrés à la roche nue de l'île Goudier. De loin, sa présence semble presque improbable, une forme humaine se découpant nettement sur la neige, la glace et la mer. La peinture est usée par les éléments, mais son choix fut délibéré. Non pour l'esthétique, mais pour la visibilité dans un monde où le blanc efface tout le reste. Autour, l'eau est souvent calme, seulement troublée par la dérive des glaces et les silhouettes basses des manchots. Ce lieu fut érigé durant la Seconde Guerre mondiale, non pour le confort ou la pérennité, mais pour affirmer une présence. Aujourd'hui, il demeure un musée vivant, à la forme inchangée, conservant l'empreinte d'une autre époque. Dehors, mâts,
passerelles de bois et hangars de stockage sont exposés au vent et à l'air salin. Ils témoignent d'une persistance fragile, une signature humaine qui s'accroche au bord du monde, sachant que la glace, un jour, aura le dernier mot. Dans un silence que seul le temps peut sculpter, des vestiges vieillissent sur place. Port-le-Croix est le bureau de poste le plus austral de la planète. Chaque saison, des sacs de cartes postales y sont acheminés. Timbrés et expédiés vers le nord, de petits messages voyagent lentement à travers les océans et les continents. C'est l'un des rares endroits en Antarctique où le monde extérieur semble, un bref instant, à portée de main. Pourtant ici, les humains ne sont que des visiteurs. Des manchots papous encerclent les bâtiments, nichant le long des sentiers, se rassemblant au seuil des portes. Ils se déplacent librement, indifférents aux horaires et à la signification des lieux. À Port-le-Croix, l'histoire humaine et la vie sauvage coexistent, sans hiérarchie. Chacun occupe simplement la même étroite bande de terre, au bord du monde gelé. La station McMurdo, elle, n'a jamais été conçue pour être un lieu de vie. Son existence répond à un unique objectif, soutenir la science aux confins du monde. Chaque structure y est volontairement temporaire, pensée pour fonctionner, non pour durer. Rien ne pousse, rien ne s'installe. Si la glace bouge ou si la mission se termine, tout peut être retiré sans regret. Ce n'est pas une ville, et personne ne vient ici pour y rester. La présence y est conditionnelle, mesurée en saison plutôt qu'en année. Pourtant, dans ce cadre purement utilitaire, la vie humaine s'immisce inévitablement. Scientifiques, ingénieurs, pilotes, mécaniciens, ils arrivent avec bien plus que leur équipement. Ils apportent des habitudes façonnées à des milliers de kilomètres de là. Ils rythment le temps par des repas partagés, des conversations, des routines qui sont le miroir du monde qu'ils ont quitté. La musique résonne à l'intérieur des murs isolés. Le café est préparé pour lutter contre le froid. Les fêtes sont célébrées, même lorsque le soleil refuse de se lever ou de se coucher. Ces gestes ne transforment pas McMurdo en communauté. Ils rendent l'isolement supportable. La station fonctionne comme une plaque tournante, un cœur logistique qui permet à la recherche de s'enfoncer plus profondément dans le continent. Les provisions y transitent, les données en repartent. Chaque action a un but, chaque présence est justifiée. Dehors, l'Antarctique reste immuable, indifférent à l'effort humain. Dedans, l'ordre est maintenu par la coopération et la discipline. Ancré dans la glace, le mont Erebus se dresse. Ses pentes sombres s'élèvent à travers la neige et un vent qui ne faiblit que rarement. C'est l'un des volcans actifs les plus australes de la Terre. Et contrairement à la plupart, son activité est continue plutôt qu'explosive. Au fond de son cratère, un lac de lave persistant circule lentement, libérant chaleur et gaz dans un air qui reste glacial la majeure partie de l'année. La montagne n'explose pas dans la violence, elle respire. La roche en fusion monte, s'effondre et se reforme dans un cycle perpétuel qui dure depuis des décennies. Atteindre l'Erebus n'est ni simple, ni garanti. C'est un rappel constant que sur cette terre, l'échelle du temps n'est pas humaine et que les forces qui la façonnent dépassent de loin la portée de nos ambitions éphémères. Isolée par la distance, le climat et un terrain qui s'opposent à chaque pas, la montagne se dresse, solitaire. Des vents violents, un froid extrême et une glace instable limitent l'accès à de brèves fenêtres, seul moment où une ascension est envisageable. Ici, aucune route permanente, aucun sentier immuable qui puisse garantir le passage d'une saison à l'autre. Chaque approche est une négociation précaire, soumise à des conditions qui peuvent basculer sans préavis. Même les équipes les plus aguerries progressent avec lenteur, conscientes que la retraite est souvent la seule décision raisonnable. Pourtant, au sommet, le feu existe à ciel ouvert. Dans ce royaume défini par le gel, la vapeur s'élève, chaleur s'échappant du cratère pour disparaître presque aussitôt dans le ciel polaire. L'Erebus révèle une facette de l'Antarctique que ni la glace ni le silence ne peuvent soumettre. Même au cœur de ce continent, les vallées sèches de McMurdo forment un monde à part. Découvertes en 1903 par l'explorateur britannique Robert Falcon Scott, elles sont reconnues comme l'endroit le plus aride de la planète. Depuis près de 2 millions d'années, aucune pluie n'est tombée ici. La neige s'y dépose rarement et la glace, si dominante sur le reste du continent, en est presque totalement absente. Ces vallées semblent exister dans un acte de défi envers leur environnement.
Taillés dans le paysage et laissés à nu, alors que des glaciers menacent à proximité, leur vacuité n'a rien d'accidentel. De puissants vents catabatiques dévalent du plateau polaire, accélérant en s'engouffrant dans les vallées. Ces vents peuvent atteindre près de 320 km/h, arrachant toute humidité avant même qu'elle ne puisse s'accumuler. La moindre neige qui tombe est aussitôt sublimée, passant directement de l'état de glace à celui de vapeur. Ce qui demeure, c'est une terre nue, des sols tachés de sel et des surfaces antiques, inviolées depuis des millions d'années. Les scientifiques ne sont pas rebutés par cette hostilité. Au contraire, elle les attire. Le froid extrême, l'aridité et la composition chimique du sol rappellent étrangement les conditions à la surface de Mars. C'est pourquoi des agences spatiales comme la NASA étudient les vallées secs que l'on croyait inhabitables. Couvrant près de 5000 km², ces vallées continuent de remettre en question nos certitudes sur les limites de la vie et l'évolution des planètes. Au sein de ce désert de pierre se cache une formation semblable à une blessure dans la glace. À l'extrémité du glacier Taylor, une cascade d'un rouge sang se déverse sur la surface gelée du lac Bonnet. Pendant des décennies, les explorateurs crurent à la présence d'algues. Ils avaient tort. Voici les chutes de sang. Cette couleur pourpre provient d'une eau salée, riche en fer, emprisonnée sous le glacier depuis plus d'1 million d'années. Lorsque ce liquide ancien atteint enfin la surface et entre en contact avec l'air, il s'oxyde et révèle sa véritable nature, une signature chimique venue du fond des âges, qui nous rappelle que même dans les lieux les plus stériles et les plus immuables, le temps poursuit son œuvre et la vie ses chemins insoupçonnés. La Terre n'a pas encore livré tous ses secrets. Elle ne fait que murmurer les histoires de monde que nous commençons à peine à imaginer. Le fer s'oxyde instantanément, prenant une teinte rouille d'une rare violence. C'est une capsule temporelle géologique, libérant une eau qui n'a pas vu la lumière du jour depuis bien avant que l'homme ne foule la Terre. Dans cette saumure, des microbes survivent, dans l'obscurité, sans oxygène, respirant le fer à la place de l'air. Les chutes de sang sont la preuve que la vie peut perdurer dans les circonstances les plus extrêmes, patientant des éons pour une occasion de refaire surface. Ici, la surface est d'une simplicité trompeuse. Une vaste étendue blanche s'étire, ininterrompue, n'offrant aucune résistance apparente. L'homme s'y déplace avec lenteur, à pied ou sur de larges pneus conçus pour flotter plutôt que pour s'enfoncer. Chaque pas, chaque rotation de roue est délibérée. Aucun sentier à suivre, aucune balise pour promettre une direction. Le progrès ne se mesure pas en distance, mais en effort. Le mouvement devient l'unique signe de vie. Face à l'immobilité immense, une silhouette seule se sent exposée, presque fragile. Le son se propage mal. Le crissement de la neige s'évanouit rapidement, absorbé par l'espace infini. Aucune odeur portée par l'air, nulle autre texture que le froid et la lumière. Ceux qui traversent ce territoire n'arrivent pas ici par hasard. Chaque voyage est planifié, approvisionné, limité dans le temps. L'environnement ne tolère aucune improvisation. La fatigue s'accumule vite. La météo peut anéantir toute intention sans préavis. La glace ne s'adapte pas à la présence humaine. C'est l'homme qui s'y adapte, brièvement. Ce monde intérieur révèle une frontière. Non pas celle tracée sur les cartes, mais celle que l'on ressent dans son corps. Plus on s'enfonce, plus il devient clair que cet endroit n'est pas fait pour être habité. On peut le traverser, l'étudier, mais il n'invite pas au retour. Ici, la vie ne persiste que dans le mouvement, traversant un paysage qui demeure inchangé, indifférent à chaque empreinte laissée derrière soi. L'hiver arrive avant le retour du soleil. Alors que l'océan gèle, un nouveau monde naît des ténèbres et du froid. S'étendant en une banquise solide, là où les vagues ondulaient librement, ce n'est pas un refuge. Les températures chutent bien en deçà de ce que le corps humain peut supporter. Des vents balayent la surface sans obstacle, charriant une neige qui décape tout sur son passage. Pendant des mois, le paysage existe dans une obscurité quasi totale, définie non par la vue, mais par l'endurance. C'est là que les manchots empereurs se rassemblent, choisissant la saison la plus rude pour la tâche la plus fragile. Tandis que la mère s'emprisonne dans la glace, les femelles pondent un œuf unique, puis s'en vont, disparaissant dans les ténèbres pour se nourrir. Restent les mâles.
chacun maintenant un œuf en équilibre sur ses pattes, le protégeant sous un repli de peau. Ils ne construisent pas de nid, ils ne chassent pas, ils attendent. Durant des semaines qui s'étirent en mois, ils endurent la faim, l'épuisement et des tempêtes qui peuvent arracher la chaleur de toute chair exposée en quelques instants. Dans ce silence de glace, au cœur de la nuit polaire, la survie n'est pas une bataille, mais un acte de foi, une transmission patiente, où le souffle d'une génération protège la promesse de la suivante, défiant l'indifférence d'un monde de givre et de vent. Le mouvement se fait collectif. Les manchots se serrent les uns contre les autres, pivotant lentement, offrant à chaque oiseau un bref accès à la chaleur du groupe avant de retourner à la périphérie. Il n'y a ni chef, ni signal, seul l'instinct, affiné par des générations de pertes et de survie. Nombreux sont ceux qui n'y parviendront pas. Certains œufs seront perdus, emportés par le vent, le froid ou un simple faux pas. La glace n'offre aucune pitié. Dans ce lieu où la vie est à peine tolérée, la survie dépend du sacrifice. Un sacrifice qui ne se mesure pas en instants, mais en mois. Le manchot empereur ne conquiert pas l'hiver, il l'endure. Et ce faisant, il devient le symbole le plus pur de l'Antarctique lui-même. L'Antarctique se dresse tel un miroir silencieux de l'humanité. Dans ces vastes couches de glace repose la mémoire même de la planète, une archive des climats d'antan et des changements qui continuent de se dessiner. Cette terre n'appartient à aucune nation, aucune frontière n'y est tracée, aucune identité ne lui est imposée. L'Antarctique existe hors de toute compétition. Sans besoin de revendication ou de démonstration de force, il est régi par un accord, une promesse commune respectée par tous ceux qui y posent le pied, un lieu où la retenue importe plus que la possession et où la coopération remplace l'ambition. La manière dont nous traitons ce continent révèle bien plus que son avenir. Elle est le reflet d'une autre.